Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le cogito ergo sum, et les concepts philosophiques. Cogito, ergo sum, je pense, donc je suis, est une formule latine reprise en français par René Descartes. Peut-être s'était-il inspiré d'une expression du philosophe espagnol Gómez Pereira qui nociait, ergo ego sum, tous ceux qui savent existent. Alors j'existe énoncé en 1554, mais aucune preuve certaine est venue étayer cette hypothèse, malgré la similitude des formules 3,4. Pour le philosophe, elle exprime la première certitude, qui résiste à un doute méthodique. Cherchant à refonder entièrement la connaissance, Descartes souhaite lui trouver un fondement solide, absolument certain. Cette recherche l'amène à la conclusion que seule sa propre existence, en tant que chose qui pense, est certaine au départ. C'est cette découverte qu'exprime le cogito. Employé en français par Descartes dans le discours de la méthode, 1637, la formule connaît plusieurs variantes dans son œuvre. En 1641, les méditations métaphysiques réaffirment le cogito en latin sous une nouvelle forme. Ego sum, ego existo, je suis, j'existe. Ce n'est qu'en 1644, dans les principes de la philosophie, que la formule cogito, ergo sum est publiée directement en latin. Indépendamment des formulations, le cogito constitue un élément majeur de la pensée cartésienne. Il est une certitude à partir de laquelle Descartes va tenter de refonder toute la connaissance. Il consiste en une intuition qui ne se résume pas à une déduction logique. L'expression est pensée comme je ne doute, que si je pense et je ne pense, que si je suis sans le don car ce ne fut pas le fruit d'un raisonnement mais d'une réflexion 6. Longtemps considérée comme innovation de part de Descartes, cette notion avait auparavant été articulée par Thérèse d'Avila, dont l'influence sur la pensée cartésienne a longtemps été occultée. Dans le vocabulaire philosophique, l'expression est fréquemment raccourcie et substantivée. On parle simplement du cogito, pour exprimer l'intuition acquise par le sujet grâce à sa conscience de lui-même. Le cogito est alors pris comme une découverte qui n'est plus toujours liée à Descartes lui-même. On parle ainsi de cogito augustinien, avant Descartes, ou de cogito husserlien, après lui. Contexte. Le contexte du XVIIe siècle est celui d'un questionnement sur la structure physique du monde. En 1623, l'année même où Descartes fit son pèlerinage à Loroto, Marin Mersenne publiait Questions sur la Genèse, qui, plus qu'un véritable traité sur la Genèse, était une critique de la Kabbale chrétienne, et de Pic de la Mirandole 8. En 1633, Galilée était condamné par l'Inquisition pour avoir publié le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, où il prenait parti en faveur du modèle héliocentrique de Copernic. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la controverse ptoléméo-copernicienne. En novembre 1633, Descartes, qui était lui-même aussi favorable au modèle héliocentrique, a appris que Galilée a été condamné. Il a donc renoncé par prudence à publier le traité du monde, et de la lumière où il exposait des thèses héliocentriques. Il ne paraîtra qu'en 1664, et a préféré publier un ouvrage philosophique, le fameux Discours de la méthode, 1637. Descartes a connu Mersenne à partir de 1637. Il échangea une correspondance avec lui, dans le cadre des réseaux de scientifiques de cette époque. En 1641, c'est à Mersenne que Descartes demanda de recueillir les objections sur les méditations métaphysiques. Le cogito ergo sum se comprend, donc comme l'attitude d'un homme qui revendique une forme de pensée contraire à celle des autorités de l'Église, et proclame son droit à l'existence par la pensée. Origine. Le cogito est initialement exposé en français par Descartes dans le Discours de la méthode, 1637, quatrième partie 10. Descartes réitère ce raisonnement, en latin cette fois-ci, dans les Méditations métaphysiques, 1641,
sed ad septornetio qui, sum potent, sum calidu, quid industriam sempe falli. O dubigitur ego etiam sum, sim falli, et falla quantum potest, nunquam tamon efficie, ut nil sim condium alicies cogitabo. Adoit, omnibus satis supercpensitati, donix statuendum sioc pronunciatum, ego sum, ego existo, quotiam profertur, velment concipitur, necessario es verum. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe, et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut conclure, et tenir pour constant que cette proposition, je suis, j'existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit. Point. Dans la philosophie de Descartes. Descartes, qui était partie prenante des recherches scientifiques de l'époque, chercha à laisser à la postérité une méthode scientifique, basée sur le doute méthodique, afin de conduire à la recherche de vérité. Malgré sa pratique d'un doute radical, Descartes se distingue des sceptiques. Chez ces penseurs grecs, l'époché consiste en une suspension définitive du jugement, qui vise à atteindre l'ataraxie. Il ne faut pas confondre ce doute avec le doute méthodique de Descartes, qui, lui, est provisoire et qui est établi en vue de la découverte d'une vérité indubitable. Le XVIIe siècle est une époque d'enrichissement de la pensée. De nombreuses découvertes viennent détruire l'unité politique, religieuse, de l'Europe. L'homme est donc perdu dans un monde incertain où rien n'est sûr sauf l'erreur. Mais pour Descartes, l'homme ne peut renoncer à l'assurance du jugement. Le scepticisme n'est pas une attitude viable. Son doute méthodique est donc un doute volontaire, raisonné et hâtif, qui a pour but d'atteindre une certitude, sur laquelle pourra être reconstruit un monde sûr et certain. Dans le discours de la méthode, il s'agit d'un doute méthodique. Le fait de penser demande d'introduire une méthode. C'est sur le sujet pensant que se font désormais la connaissance, la morale et le droit. Être sujet, c'est rendre raison des choses et de soi-même, c'est s'affirmer comme être humain libre et responsable. Descartes en vient à vouloir prouver aussi l'existence de Dieu, par le seul fait qu'il pense son existence. On lit en effet des développements importants dans les méditations métaphysiques dans ce sens. Méditation 3e, de Dieu qu'il existe, méditation 5e, de l'essence des choses matérielles, et de recherche de Dieu, qu'il existe. Portée. Le cogito ergo sum développé dans ces trois œuvres, a donc une portée considérable et intemporelle. Descartes affirme qu'il est un être pensant, et il pose la question de l'existence de Dieu, affirmant qu'il existe. Certains parlent alors d'un doute hyperbolique. Descartes, poursuivant ses idées déjà exposées dans les règles pour la direction de l'esprit, recherche un principe premier, c'est-à-dire un fondement de toute connaissance. Il s'agit du fait de penser, cogito, ergo sum, je pense, donc j'existe. Ce faisant, ce principe devient une certitude qui se substitue à la conception d'une cause première, qui était celle de la scolastique, et qui résultait de la conciliation entre le christianisme, et la philosophie d'Aristote, faite par Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Ce principe fonde une nouvelle morale, les principes de la philosophie. Un principe à inscrire dans son contexte. Comme on l'a vu, le contexte du XVIIe siècle, est celui d'un questionnement sur la structure physique du monde, et l'apparition du modèle héliocentrique. Il faut signaler que Descartes, lui-même a cherché à révoquer la formulation initiale du cogito. Il a en effet bien perçu qu'elle mettait trop en avant la forme logique, par la présence du donc dans la formule, alors qu'il a considéré, dans les étapes de son entreprise de doute, que les raisonnements pouvaient eux-mêmes être trompeurs.
et en effet, la formule peut faire penser à un syllogisme abrégé, tout ce qui pense existe, or je pense, donc j'existe. Néanmoins, pour Descartes, il est clair que mon existence ne se déduit pas, elle est intuitive. À l'expression cogito, ergo sum, il a donc fini par préférer dans les méditations métaphysiques, ego sum, ego existo 15, je suis, j'existe. La postérité a souvent retenu la formule, cogito ergo sum, je pense donc je suis, contenue dans le discours de la méthode, 1637, détaché de son contexte. Le discours de la méthode, facilement lisible, parce qu'écrit en français, a véhiculé le concept du cogito au XVIIIe siècle, puis l'enseignement en France l'a popularisé. Les successeurs de Descartes s'imaginèrent alors quelquefois, qu'il suffisait de penser scientifiquement, pour aboutir à la certitude. Une métaphysique oubliée? La postérité oublia parfois les développements philosophiques contenus dans les méditations métaphysiques. Descartes employa le concept du cogito, non seulement sur le plan de la méthode scientifique, discours de la méthode, mais il en donna une formulation à caractère métaphysique. Dans les méditations métaphysiques, la place principale est donnée au sujet pensant. Beaucoup de philosophes au XIXe siècle se sont prétendus les successeurs de Descartes, alors qu'ils refusaient pourtant toute valeur à la métaphysique. En fait, Descartes avait une conception de la métaphysique différente de celle de l'école scolastique, qui prenait Aristote pour référence, en l'interprétant dans la tradition de saint Thomas d'Aquin. Aristote retenait la théorie du géocentrisme de Ptolémée, d'où la divergence d'opinion. On lit en effet dans les principes de la philosophie, ainsi toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc, sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale, j'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Or comme ce n'est pas des racines, ni du tronc des arbres, qu'on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie, dépend de celle de ses parties qu'on ne peut apprendre que les dernières. On voit que, contrairement à l'enseignement de l'époque, qui s'appuyait sur une réconciliation entre la Bible, et la philosophie d'Aristote, école scolastique, Descartes ne met pas la métaphysique et la morale sur le même plan. On considérait en effet, sur la base de l'œuvre d'Aristote, que la philosophie comprenait trois grandes branches, la logique, la métaphysique, et l'éthique. Kant s'est souvent référé au concept du cogito de Descartes, en particulier dans la critique de la raison pure. Kant montre les illusions que produit la raison, lorsqu'elle prétend connaître les noumènes, Dieu, la liberté, l'âme. La raison pense par principe et lorsque l'application des principes se fait hors de l'expérience, c'est-à-dire dans le champ des noumènes, par opposition aux phénomènes, cela risque de se manifester par des antinomies, des paralogismes, etc. Kant critique ainsi l'application qui peut être faite du cogito de Descartes au service d'une pseudo-connaissance métaphysique de l'âme comme substance, et le risque que certaines applications entraînent des raisonnements fallacieux. Auguste Comte ne reprend pas explicitement ce principe de Descartes. Il y a chez lui une recherche sur la causalité, prise en termes purement scientifiques et rationalistes. Comte prend les causes et les effets. Comme Descartes, Comte rejette les causes premières, mais il va plus loin, il n'y a plus de principe premier. Il n'emploie plus le terme de métaphysique, il estime cette branche de la philosophie comme étant dépassée, l'humanité étant passée à un stade positif, loi des trois états. Il la remplace par la sociologie, comme science au fondement des sciences. On retrouve chez Comte l'idée de subjectivité. En athée, Auguste Comte ignore la métaphysique.
Il s'éloigne donc de Descartes sur ce point, même s'il prétend être son successeur. Nietzsche, structuraliste. Certaines traditions philosophiques critiquent sévèrement le cogito comme premier principe, et c'est, en général, pour le dériver lui-même de structures qui le précèdent. Par exemple, Nietzsche ou les structuralistes dénoncent le cogito comme n'étant qu'une illusion historiquement constituée, et en aucun cas comme un invariant universel. Husserl. Edmund Husserl, après avoir travaillé sur les méditations, tentera de fonder la phénoménologie. Il s'inspire du cogito, plus particulièrement du doute méthodique, pour développer son épochet, premier mouvement de la réduction phénoménologique. Contrairement au doute de Descartes, il ne nie pas le monde sensible, mais laisse la question en suspens. De surcroît, l'épochet n'est pas un outil, dont on se sépare une fois la première vérité posée. Il rejette la réification, qui est nimsum. À cogitant que suis-je donc? Une chose pensante, immédiate que Descartes induit immédiatement dans les médiations. Bon.